merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de ce riche entretien avec Maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC et conseiller municipal dans la circonscription de Douala 5e. Nous revisitons dans cette deuxième partie ses intentions pour la présidentielle de 2018, le rapport des Camerounais au pouvoir de Yaoundé, la question de l'homosexualité au Cameroun, le contraste qu'il y a entre les villes de France et celles du Cameroun, l'issue finale de l'affaire des 9 disparus de Bépanda, le vol récurrent des bébés dans les hôpitaux camerounais. Comme dans la première partie, il est sans langue de bois, malgré les difficultés financières dans lesquelles son franc-parler l'a déjà plongé par le passé. Nous l'écoutons. Maître Jean de Dieu Momo, oui. Votre client aujourd'hui est à Paris. Vous qui avez également été présidentiable au Cameroun, oui. Quand vous êtes à Paris, oui. Comment est-ce que vous vivez le contraste qu'offre cette ville avec ce que vous vivez vous au Cameroun, plus 50 ans aujourd'hui, après l'indépendance? Est-ce qu'en tant que présidentiable, on est tranquille dans sa conscience face à ce contraste grave de la part des pays comme le Cameroun, qui ont un sous-sol pourtant riche et des hommes aussi brillants? Écoutez, le Cameroun est un pays très riche. La question que vous posez, ce n'est pas à l'avocat, c'est à l'homme politique, c'est au président du PADEC. Et là, il est évident que je ne peux pas être aussi à l'aise comme quand c'est l'avocat qui parle. L'avocat qui parle plaide, tandis que le politicien calcule. Voilà. Donc le politicien calcule et pour dire que pour survivre politiquement dans une dictature comme dans une démocratie, quelquefois les acteurs, et je suis franc avec vous, doivent faire montre d'un certain mimétisme. Et parlant du mimétisme, je suis de ceux qui disent que le Cameroun est un grand pays et très beau pays, qui est mal connu. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête aux clichés que les Occidentaux ont souvent distillés, par exemple en Éthiopie, montrant l'Éthiopie avec des gens affamés qu'on a pris dans quelques montagnes. Il faut aussi montrer les gens qui vivent en ville. Il faut aussi montrer la beauté de notre pays. Est-ce que vous savez que nous avons 40 km de plage quelque part du côté de Mouanko? Dans quel état? Au Cameroun, là, à Douala. Voilà, la plage, dans quel état? Mais je veux dire, c'est un état fréquentable, oui. On peut se baigner aujourd'hui aisément? Non, on peut s'y baigner. Sauf que je veux dire que c'est une côte d'Azur abandonnée. Ah, d'accord, elle est abandonnée. Ouais, c'est pour ça que je vous parle depuis du contraste. Ouais. Vous qui êtes aujourd'hui, je suis d'accord, je vous coupe pas, mais pour que je précise ma question, ouais. L'avocat tout à l'heure prendra la parole, oui. Mais l'avocat est un citoyen qui se retrouve aujourd'hui en France, ouais. Qui a été présidentiable. Nous voulons quand même savoir si, en tant que citoyen et tout récemment oui. Présidentiable, oui. On peut être avec une conscience tranquille, non. Quand on vit ce contraste-là? Je vous dis non immédiatement. Je vous ai répondu non, mais nous n'avons pas les moyens, n'est-ce pas, de la France. Nous n'avons pas de métro, mais nous n'avons pas aussi de l'argent. Il nous faut quoi? Il nous faut 200 ans, également de république, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que je ne veux pas trop critiquer celui qui est là parce que, comme il dit lui-même, l'art est difficile et la critique est trop aisée. Et donc, je ne veux pas trop Et on a les comparaisons. Hein. Ouais. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, oui. En 1950, sont au même niveau que le Cameroun, que le Congo. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, il n'y a pas de comparaison entre des pays comme le Cameroun et ces Émirats Arabes Unis qui n'avaient pas autant de pétrole que le Cameroun. Donc, c'est un élément de comparaison parce que quand vous dites qu'on n'a pas les mêmes moyens, à cause de quoi? Vous voulez la vérité? Je pose la question à l'homme politique, s'il vous plaît. Vous voulez la vérité? Oui. Nous avons un problème. Le Cameroun a un problème. Pas vraiment de leadership, mais le Cameroun a un problème de kleptomanie. Le Cameroun a un problème de patriotisme. La tendance générale est à la kleptomanie et à l'anti-patriotisme. On n'aime pas son pays. Les gens ont une tendance... Vous faites allusion à qui? À la diaspora? Non, non, pas la diaspora. Vous parlez de l'intérieur, je ne parle pas de vous à l'extérieur. Je parle de nous à l'intérieur. Que nous ne copions pas
où les gens vont vous dire qu'on n'a pas les moyens de copier. Les gens chez moi, au Cameroun, n'ont pas le patriotisme. Parce que j'ai vu des gens qui voulaient investir au Cameroun et qui ont été découragés par des Camerounais qui sont au pouvoir, par des ministres. J'ai vu des gens qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient vraiment entreprendre quelque chose. Venez au Cameroun avec la plus bonne volonté, vous allez vous fracasser contre le pouvoir. Le danger au Cameroun, c'est le pouvoir. La personne qui entrave le développement du Cameroun s'appelle le pouvoir. Le pouvoir. C'est une institution, c'est un système. Le danger du Cameroun, c'est un système. Et c'est un système qu'il faut briser. Et il faut briser ce système si nous voulons faire quelque chose. Parce que le système fonctionne ainsi. C'est un monstre qui est dirigé, qui est, si vous voulez, mis en mouvement par très peu de personnes, par une poignée de personnes. Ça peut au trop atteindre 1000 personnes qui constituent le système, qui constituent le pouvoir au Cameroun et qui constituent en fait l'entrave à tout ce que nous pouvons entreprendre. Parce que l'usage, le mauvais usage du pouvoir au Cameroun empêche le décollage du Cameroun. Et quand on a le pouvoir, on l'exerce. On ne règne pas. Au Cameroun, ceux qui ont la charge du pouvoir règnent. Ils n'exercent pas. Je vais dire que le pouvoir est personnalisé entre ces 1000 personnes-là. Il est personnalisé, c'est leur chose, c'est leur affaire. Et ils utilisent ça pour régler des comptes. Si moi je parle mal, je peux être frappé jusque dans ma progéniture, jusque dans ce que je vais gagner comme argent. On peut m'empêcher de gagner de l'argent, alors que cet argent-là sera utilisé pour le Cameroun. Mais on sera à l'aise de me voir souffrir. Ils sont très contents s'ils voient que moi je n'ai pas de l'argent, s'ils voient que je souffre et qu'on t'a plié. Quand on a le pouvoir, on ne se venge pas. Parce que le pouvoir en soi est déjà énorme. Et donc lorsqu'on l'utilise pour se venger, de manière mesquine, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le pouvoir en réalité. Je suis épaté par ce que je vois en France. Si vous regardez mon appareil photo, vous allez voir que c'est des monuments que j'ai pris en photo. C'est des ponts où passent les métros. Je vous dis, quand vous voyez ce que je prends en photo, c'est vraiment des choses que j'admire. Quand je vois toute cette ferraille qu'ils ont mis pour construire ce pont, pour permettre que le train circule dessus ou que le métro passe dessus, je suis épaté. Je me dis, vraiment, si on peut faire en sorte d'avoir des relations plus conviviales avec la France, des relations plus saines, parce que je ne suis pas de ceux qui disent qu'on doit jeter la France à la mer. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut profiter de son expérience millénaire. Ils ont traversé des périodes comme nous. Ils ont été pauvres comme nous. La France, dans 100, il faut regarder la France 100 ans en arrière. Peut-être 100 ans en arrière seulement, vous allez voir qu'ils étaient très pauvres aussi. Et donc, ils se sont battus. Oui, peut-être 200 ans. Bon. Je dois vous dire que je suis épaté et je suis admiratif devant quand j'entre dans un métro, quand je suis dans une station, quand je vois le TGV qui passe, je rêve d'un TGV qui va relier le nord du Cameroun au sud du Cameroun, l'est à l'ouest. 2 TGV, peut-être 4, c'est pas trop demandé. Mais je veux dire, si au moins on peut avoir un qui peut faire simplement le cercle, parce que nous avons un problème de communication, mais de voie de communication, on a un problème de transport. Quand vous voyez mon peuple, le peuple du Cameroun, les gens qui rentrent du travail, qui se mettent au bord de la route pendant 1 heure, pendant 2 heures, et qui rentrent à la maison fatigués, complètement lessivés, après une journée de travail, ils ne vivent pas. Et on pense que nous avons ce problème de transport qui manque. Moi, je leur ai expliqué qu'au moins au niveau de Douala, le Vouri, là, il est là. Le bon Dieu nous a donné ce Vouri, ce fleuve qui est une richesse. Nous ne l'exploitons pas.
pour y mettre des water taxis, des bateaux, des petits bateaux de taxi. Comme moi je vois sur la Seine, on exploite la Seine, on exploite. Si vous allez voir aussi les photos, vous allez voir que j'ai pris que des photos des bateaux comme ça, des petits bateaux de taxi pour rentrer. Je leur ai dit à mon pays, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez créer des routes tout au bord de la route pour le plaisir. Nous disons quand même à votre décharge que vous n'avez jamais géré un département ministériel, mais c'est en tant qu'homme politique. Parce que nous essayons de faire une projection à travers vous, de ce qui peut se passer dans la tête de ceux qui ont la charge de la gestion de notre pays quand ils sont en mission dans des pays occidentaux, où ils se plaisent dans les hôpitaux, dans les rues, dans les taxis. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas le pouvoir. Ils usent et abusent du pouvoir. Ils ne le vivent pas. Ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est dangereux. Quelqu'un a dit que quand on critique son pays, c'est qu'on est ennemi de son pays, c'est qu'on aime son pays, c'est parce qu'on veut voir son pays changer. Et si je critique le pays, c'est parce que je veux que ça change. Je veux qu'on s'améliore. Et donc, pour dire à mes adversaires et peut-être ennemis que c'est pas que je parle mal du pays à l'étranger, c'est pour dire on peut faire mieux, on peut améliorer. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous utilisez mal le pouvoir, il peut vous échapper. On a des exemples de mauvais usage du pouvoir qui a fini par renverser le pouvoir. L'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai touché du doigt, c'est le Rwanda. Le Rwanda de Habyarimana, où les Hutus ont régné et pendant un certain nombre d'années en gardant les Tutsis à l'extérieur, exilés. Et lorsque Kagame a pu réunir une armée à l'extérieur, il est revenu, il a conquis le pouvoir et maintenant il est au pouvoir. Et c'est les Hutus qui sont à l'extérieur. Donc, pour nos auditeurs, que vous êtes quand même au TPI du Rwanda depuis 2006. Voilà, c'est ça. Je suis avocat là-bas, c'est pour ça que je connais le dossier, j'en parle pour dire que ceux qui abusent du pouvoir sont les premiers surpris lorsqu'ils perdent le pouvoir. Alors moi, j'ai été l'avocat de ceux qui ont perdu le pouvoir. J'ai vécu, on dirait, leur amertume. Je sais combien ils souffrent d'avoir perdu le pouvoir bêtement, trop bêtement. Et parfois, on perd le pouvoir si bêtement qu'on ne se rend même pas compte qu'on l'a perdu. Et tout simplement parce qu'on en abuse. Et chez moi, malheureusement, on fait du mauvais usage du pouvoir. N'importe qui, à son petit poste, rançonne le peuple. Je peux donner un exemple. Bien sûr. Autrefois, j'aurais bondi face à cet exemple. Et pour vous dire que une certaine dictature féroce parce que tranquille et silencieuse, peut corrompre aussi les gens qui sont animés de bonnes intentions. J'ai reçu un jeune homme qui a, à bord de sa voiture, fait un accident avec une voiture de police. C'était la voiture de Essir à Douala. Il a cogné la voiture. C'était un accident banal. Il a cogné la voiture, il se tamponnait avec la voiture de Essir. Mais la voiture d'Essir, comme c'était un K4, n'avait pas eu grand-chose. Mais toujours est-il que les policiers qui étaient dedans sont descendus et l'ont molesté. Ils l'ont frappé. Il m'a dit vraiment, il n'avait jamais été frappé comme ça de sa vie. Il avait mal aux oreilles, comment on l'avait giflé, tapé à coups de pied. Et après, ils ont emporté sa voiture au commissariat. Je ne veux pas donner les noms comme avant. Et donc, arrivé au commissariat, on a gardé sa voiture là-bas en fourrière. Il est parti. Le lendemain, il est revenu pour prendre sa voiture. On lui a dit, il faut qu'on attende que l'expert expertise la voiture de la police que vous avez cognée pour savoir combien vous allez payer. Et donc, il est parti, il est revenu le deuxième jour. On lui a donné une facture de 200 000. 200 000, c'est carrément pour faire la tôlerie d'une voiture. 200 000 francs. Il m'a dit, j'ai dit, écoute, il y a un numéro vert pour ces genres d'abus. Il y a la police des polices. Si tu veux, moi je vais porter plainte contre eux à la police des polices. Parce qu'on a créé une police des polices pour contrer les policiers. Parce que ces policiers qui ont fait ça, ils n'ont pas l'aval de leur hiérarchie. Ils ne font pas ça pour Paul Biya. Ils font ça pour eux-mêmes. Je vous dis le mauvais usage du pouvoir. Il y a un numéro pour appeler le délégué général à la sûreté nationale à Yaoundé immédiatement
pour lui porter, pour lui dire, voilà ce que les militaires, les policiers ont fait. Bon, il n'y a pas ça avec la gendarmerie, ce que je regrette aussi, hein, parce que la gendarmerie devrait aussi pouvoir mettre... Donc bref, ce gars me dit, ok, grand frère, j'ai bien écouté, mais si on fait comme tu dis là, ils me connaissent, ils vont me torturer toute ma vie. Donc je préfère aller négocier et payer. Il est parti, il a négocié, il a payé 150 000. Il a pris sa voiture, il est parti, il est rentré dans son truc, dans sa petite affaire. Donc voilà le mauvais usage du pouvoir. C'est la réalité du Cameroun. Oui, ce jeune homme-là, qui part, qui paye 150 000 francs et qui ne dit rien, il n'en pense pas moins. Je veux dire qu'il peut être un élément qui peut perdre le régime. On a vu en Tunisie, celui qui a fait perdre le pouvoir, Ben Ali, oui. Ben, c'était des frustrations de ce genre. Et donc, ceci peut sonner comme un avertissement à ces gens-là pour dire que lorsqu'on a le pouvoir, on n'en abuse pas. Parce que si tu abuses de ton pouvoir, c'est le pouvoir qui va te perdre. Tu vas le perdre parce qu'on abuse. Et donc, chez nous, le peuple souffre un peu. Vous voyez que les gens qui ont tapé, ce sont des jeunes policiers qui font la patrouille. Mais je ne crois pas que ce soit eux qui ont mis la voiture en fourrière. Ils n'ont pas le pouvoir de décider de mettre la voiture en fourrière. Ils n'ont pas le pouvoir de décider qu'il y aura une expertise pour que tu payes ce que tu as payé. Vous voulez dire que c'est pourri en haut? C'est pourri en haut. C'est parce que c'est pourri en haut. Et vraiment, c'est dégueulasse quand c'est pourri en haut. Parce que quand vous allez voir ceux qui ont créé cette pourriture, cette putréfaction, c'est des gens bien. C'est des gens avenants. C'est des gens respectables. Et c'est des personnes auxquelles, normalement, on donne crédit facilement. Or, lorsqu'ils sont en privé, lorsqu'ils sont à l'intérieur de leur bureau et qu'ils agissent comme ça, c'est le peuple qui souffre. Et je ne cite que ça. Il y a beaucoup d'autres abus de ce genre-là qui fait en sorte que le peuple réclame le changement parce qu'en réalité, il vit mal. Il vit dans la peur. Et ce que je disais, j'ai dit, si vous amenez un peuple à vivre toujours dans la peur, il faut craindre qu'un jour, elle en ait marre et qu'elle descende dans la rue, comme on a vu en 2008, qu'elle proclame, n'est-ce pas, sa liberté un jour. C'est comme une mamie qui bouille et qui finit par exploser. Le peuple camerounais, aujourd'hui opprimé, pourra peut-être un jour se débarrasser de ce lourd fardeau. Je vais répondre comme M. Paul Biya. Oui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est pas le Burkina Faso. Les Camerounais ont tenté ça en 2008, quand Paul Biya a se révolté, la grève de la faim. On a appelé ça la révolte de la faim. Quand Paul Biya est sorti, il a dit « rentrez dans vos maisons », tout le monde est parti, en courant. Nous sommes dans une démocratie dictatoriale. Mais quand même, la question du politologue que je suis, puisque je suis étudiant en sciences politiques, c'est que nous devons peser le pour et le contre. Je prends l'exemple. Kadhafi a bien mené son pays, et tous les Libyens étaient bien, ils avaient les maisons, ils mangeaient, ils vivaient dans la paix. Depuis l'assassinat de Kadhafi, il y a le désordre en Libye. Personne ne mange plus à sa faim. Moi, je suis à Douala avec mes enfants. Ma situation personnelle est mieux qu'en 2002-2003. Lorsque je défendais les 9 disparus de Bépanda et que les vivres m'avaient été coupés. D'ailleurs, on va revenir sur ces 9 disparus. Ouais, bon, si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, j'ai rouvert mon cabinet ailleurs que là où c'était, où je n'avais pas d'électricité, j'avais rien. C'était fermé. J'ai pu rouvrir mon cabinet et je tremble qu'on le ferme à nouveau. Je tremble. Je ne veux pas dire du mal des autorités qui tiennent
mon pays, parce que ils tiennent d'une main telle que si tu dis du mal d'eux, ils vont te frapper très fort. Et tu n'auras pas à répondre. Juste pour continuer dans cette lancée-là, je ne sais pas si c'est une lancée, hein, juste pour essayer de corroborer ce que vous dites. On a Monsieur Dieudonné Ambassa-Azan, il a laissé pour vous une question. Je vais vous la lire. La question est la suivante. Maître, face à la persécution, à la violation de mes droits et au déni flagrant de justice dont je suis victime, j'ai adressé des requêtes à 2 associations nationales disant œuvrer pour la défense des droits de l'homme, à savoir le Comicodi de M. Chandan-Tomné et le REDAC de Mme Massimilienne. Vous serez étonné, je n'ai même pas le simple accusé de réception. C'est à croire que les personnes poursuivies dans le cadre de l'opération Épervier n'ont plus de droits. Sinon, comment expliquer cette attitude? Est-ce que vous pensez que parfois, si ces gens sont silencieux, c'est pour préserver un tout petit peu aussi leurs conditions sociales? Sa chute m'interpelle un peu quand il dit que les personnes poursuivies dans le cadre de l'opération Épervier n'ont plus de droits. Sinon, comment comprendre cette attitude? Moi, je vais dire que le ministre Dieudonné Ambassa-Azan a été ministre au Cameroun. Il a servi ce régime-là qui tente de le broyer aujourd'hui. Il connaît bien le système. Moi, je réponds à ma double qualité d'avocat des droits de l'homme, mais surtout d'activiste des droits de l'homme. Moi, j'ai été le président de l'APROS. L'APROS est une association des droits de l'homme. On a connu l'APROS dans le cadre de ses activités de droits de l'homme. Et d'ailleurs, ma notoriété ne vient que parce que je suis un activiste des droits de l'homme. Et donc, de ce point de vue, mon organisation, l'APROS, qui luttait pour la protection des droits de l'homme, n'était pas appuyée par l'État du Cameroun, n'a pas eu des subventions de qui que ce soit. Les organisations de défense des droits de l'homme fonctionnent comment? Avec quel papier? Avec quelle connexion Internet? Quels frais on va payer? Peut-être que ces organisations-là n'ont pas les moyens de lui répondre. Tout simplement. J'ai géré ces associations-là. Et j'ai pu vous assurer que c'est très compliqué de défendre les gens du Cameroun. Parce que personne ne viendra vous épauler. C'est pas comme ici en France où nous sommes, où les associations vont être aidées par des personnes de bonne volonté ou même par les États. Hein, la loi de 1801, là, ou 1901 permet que même la commune peut aider une association. Chez nous, mon association qui a été créée en 1999 n'a jamais perçu le moindre rond de l'État, de la commune, d'aucune ambassade. Nous n'avons jamais eu l'assistance de personne, mais nous avons fonctionné. Est-ce qu'ils se demandent avec quels moyens nous avons fonctionné? Avec mes moyens, avec l'argent que mon cabinet d'avocats produisait. On n'a rien du tout pour fonctionner. Avec quoi le REDAC de Massimilienne Ngouek fonctionne? Elle, peut-être, a quelques fois, moi j'ai vu les gens de Amnesty International, qui est une autre organisation sœur à Londres. Mais elle fonctionne avec quoi? J'ai vu que quelques âmes de bonne volonté lui ont donné au moins un véhicule. Qui a donné quoi à la PROS? Qui a donné quoi au Comicodi de Chandan-Tomé? Donc il ne faut pas croire que, parce qu'on est un défenseur des droits de l'homme, on remplace l'État du Cameroun. C'est d'abord le rôle de l'État du Cameroun. Mais il faut sanctifier les volontaires comme nous, qui n'avons pas les moyens et qui essayons de défendre les droits des gens comme le ministre Ambassa-Azan aujourd'hui. Donc, accusé des réceptions, je suis d'accord que peut-être ils n'ont pas été intéressés par son cas, peut-être parce qu'il a servi ce régime qui, contre lequel, enfin, une association n'agit pas contre un régime, n'agit contre des actes posés par un régime ou des actes posés par les dirigeants d'un régime. Et donc, ce n'est pas contre le régime. On confond souvent ça. Donc, je ne vais pas les condamner péremptoirement. Mais je dis que, prends patience, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire.
Pendant qu'il était ministre. Mais ces droits, ont-ils quand même des droits, les personnes suivies, poursuivies par l'opération Épervier? Je vous ai dit ont-elles quand même les droits, je veux dire? Absolument. Je vous ai dit quoi? Que j'étais de ceux qui ont suscité la création de l'opération Épervier pour lutter contre les prévarications de la fortune publique. J'étais de ceux-là. Et je me souviens que de mon temps, j'ai même écrit au ministre de la Justice pour lui dire que j'offre mes services gratuitement pour lutter contre les gens qui seront convaincus et coupables, ou en tout cas suspectés d'avoir détourné les données publiques. Non seulement le ministre ne m'a jamais répondu, mais aucun dossier ne m'a jamais été confié. Ils ont préféré confier à la clientèle. Le clientélisme, vous savez, n'est-ce pas, comment ça existe. Ils ont préféré donner à la clientèle, au clientélisme. Et donc, je n'ai pas eu un seul dossier d'un éperviable que le gouvernement m'a confié que défendre mes intérêts. Alors que j'étais prêt à offrir mes services et que j'ai offert mes services par écrit. Donc, maintenant, voyant que le détournement de pouvoir, le détournement de l'action éperviable au service de la politique politicienne qui gouverne le Cameroun, moi j'estime que quand même de temps en temps, ces gens-là ont des droits. Les gens qui sont arrêtés ont des droits. Comment il s'appelle Dieudonné Abassazan, oui, mais le ministre. Mais je voulais parler de le mariologue. Monsieur Gervais Mendozé. Gervais Mendozé a des droits. Autant que l'autre qui était à la maïture, au FECOM. Ils ont des droits. Je veux dire, les turiféraires et qui sont pris dans les mailles de l'épervier ont des droits. D'accord. Toujours pour essayer dans... Mais oui. Nous ne sommes pas un état de droit tel que nous le proclamons. Parce que la définition d'un état de droit, c'est qu'un état de droit se soumet en priorité et d'abord à ses propres lois. Or, les lois sont faites pour nous, pas pour eux. Pour nous, le pauvre peuple, mais pas pour les gens qui sont en haut et qui dirigent le truc. Voilà, c'est tout. Toujours pour rester dans le domaine des droits des hommes au Cameroun aujourd'hui, on note plusieurs dysfonctionnements dans l'application de ces droits ou dans le respect de ceux-ci, notamment dans les prisons et même dans l'administration. Il y a par exemple la défense des droits des minorités que sont les homosexuels. Quel est votre avis sur ces droits des homosexuels aujourd'hui bafoués au Cameroun? Je note que la loi au Cameroun interdit la pratique de l'homosexualité. C'est ça. La loi, c'est la loi. Et je vais vous surprendre par une petite anecdote. L'histoire de l'homosexualité était en vigueur dans les télévisions au Cameroun. On en parlait pour ou contre. Et moi, je suis allé à Paris, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Le droit du sexe ». C'est un livre rose que j'ai acheté à la Sorbonne et qui parlait donc du droit du sexe et effectivement expliquait un peu l'homosexualité. Et j'ai pu faire un petit résumé pour dire que la sexualité des gens n'est pas du domaine public. La sexualité est du domaine privé, strictement confidentiel et intime de chaque personne. La manière dont tu fais l'amour n'est pas du domaine public. Ce n'est pas quelque chose qu'on expose sur la place publique. Et nos croyances ancestrales ou religieuses ne doivent pas nous amener à invectiver ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, ou les mêmes aspirations, ou les mêmes penchants. Quelqu'un peut avoir un penchant qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai un penchant hétérosexuel, et j'ai 2 femmes, et j'avais 10 enfants, il y en a un qui est mort dernièrement à 18 ans, il m'en reste 9. Mais c'est mon choix, c'est mon penchant naturel. Mais est-ce que cela me donne le droit de condamner ceux qui ont un penchant différent de moi? Parce que si on accepte cela, on va devoir accepter que ceux qui ronflent la nuit doivent être tués.
Parce qu'il ronfle la nuit et dérange ceux qui ne ronflent pas. Je veux dire, si on rentre dans ces considérations à légiférer dans les lits, dans les chambres à coucher des gens, dans leurs pratiques sexuelles, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent être... Est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ne pratiquent pas le coïl anal avec leur propre épouse ou avec leur propre mari? Est-ce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils interdisent aux autres? Est-ce que c'est de notre droit d'interdire? Alors, moi j'ai accompagné Maître Com à la télévision un jour. J'étais invité, et Maître Com a été invité sur un plateau d'une télévision au Cameroun. Et moi j'ai exposé mon affaire en des termes comme je viens de le développer. Et j'ai pris à témoin le livre que j'avais acheté à Paris, Le droit du sexe. Il y a une femme, et c'est ça l'anecdote, qui est dans une église réveillée, qui a regardé la télévision et qui a dit que vraiment, tout son rêve, c'est de me voir mort. C'est que si elle pouvait me tuer elle-même, elle me tuerait. Comment est-ce que Dieu a pu permettre la création des individus comme moi? Et que j'ai même osé sortir un livre de droit pour soutenir des pratiques sataniques. Parce que j'expliquais que la pratique homosexuelle n'est pas de notre temps. C'est une vieille pratique de longue date qui est liée à la religion chrétienne dominante en Afrique. Parce que c'est des... Vous allez vous attirer des problèmes hein, quand vous convoquez la religion chrétienne puissante comme ça dans cette pratique-là. Oui, parce que c'est une pratique qui était effectivement condamnée par la religion chrétienne en son temps, mais qui était pratiquée avant. À l'intérieur de la religion chrétienne. Oui, oui, à l'intérieur, et encore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu le pape qui a effectivement qui s'est prononcé sur la question avec beaucoup de prêtres qui pratiquent l'homosexualité. Donc, ce n'est pas nous qui avons créé cela. J'expliquais que c'est une pratique ancienne qui a toujours existé et qui est combattue selon qu'on est de telle ou telle religion ou de telle ou telle croyance, obédience intellectuelle ou religieuse. C'est ce que j'expliquais. Mais ce n'est pas moi. Je lisais dans les livres pour convoquer l'histoire avant moi, avant que j'existe, l'histoire avant Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que la religion chrétienne, si elle est née avant Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, il y avait d'autres croyances. Les Juifs, même les propres frères de Jésus-Christ, ne l'ont jamais accepté comme étant le Messie jusqu'aujourd'hui. Sinon, la religion juive n'existerait pas. Et moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Moi, je suis africaniste. Les gens disent animiste. Moi, je condamne l'expression animiste. Je suis africaniste, je sacrifie. Je suis un prêtre animiste, africaniste, pas animiste. Je sacrifie au crâne de mes ancêtres. C'est ma religion traditionnelle. Je crois que mon père qui est mort, nul autre que lui ne peut demander au bon Dieu, au paradis, au ciel, là où que ce soit au ciel ou là où il y a Dieu. Nul autre que lui ne peut demander des faveurs pour moi et mes enfants, plus que lui. Donc je vais voir mon père, je dis, papa, comme tu es déjà avec Dieu, explique-lui ma difficulté. Et il y a eu un terrorisme religieux en Afrique, et qui continue aujourd'hui avec les prêtres que je vois en Afrique, qui disent que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est que tu es perdu. Et si tu ne crois pas à Mahomet, c'est que tu es voué aux flammes de l'enfer. Attention, vous parlez quand même en tant que président du PADEC. Vous avez des chrétiens dans votre... J'ai des chrétiens, je dis que je respecte les chrétiens, je respecte l'islam. Ils comprennent ça aussi. Je respecte le bouddhisme. Chaque peuple a sa culture et sa manière de communier avec l'Éternel. Chaque peuple a sa façon de communier, de prier son Dieu. Moi, je suis Bamileke et je suis africaniste. Et que ma manière de communier avec mon Dieu, même si je ne pars pas à l'église, ma façon, c'est que je dois aller au crâne de mes ancêtres et verser l'huile et le sel pour dire à mes ancêtres, que ce soit ma grand-mère, mon grand-père ou mon père qui est déjà mort et qui est avec Dieu, qu'il rappelle à Dieu que
sa progéniture a besoin d'aide. Et il n'y a pas, je ne suis pas sûr que Jésus-Christ, qui a beaucoup de gens à voir par ailleurs, va s'occuper de mon cas précisément, plus que mon père, qui n'a que moi. Hein, et ma petite famille. On aurait un débat sur ce sujet-là. C'était un très bon sujet d'ailleurs. Je crois qu'on aura le temps d'avoir ce sujet. On va presque sortir de ce sujet chez Droits de l'homme, hein, mais on ne peut pas sortir de ce sujet sans vous demander aujourd'hui où en est une affaire pour laquelle vous avez longtemps été un activiste qui d'ailleurs, je crois, s'est fait remarquer avec cette affaire. L'affaire des 9 disparus de Bépanda. Ouais. Où en est-on aujourd'hui avec cette affaire? Est-ce que les parents ont au moins reçu les excuses de l'État du Cameroun? Non. L'État du Cameroun ne s'excuse jamais, ne demande pas pardon et ne paye pas. Vous demandez à ceux qui ont servi l'État du Cameroun dans le cadre des marchés publics, s'ils ont été, combien ont été payés. Je dis ceux qui ont fait affaire. Les clients de l'État du Cameroun à l'étranger, comme les multinationales dans le cadre de Michel Thierry à Tangana, le consortium des entreprises et des sociétés internationales qui aidaient à développer le Cameroun, s'ils ont été payés. L'État du Cameroun leur doit 333 milliards aujourd'hui. Demandez si l'État du Cameroun paye la dette intérieure. Parce qu'en 1994, alors que nous étions en récession économique, on a vu Houphouët-Boigny qui payait la dette extérieure et la dette intérieure à la fois. On a vu le Sénégal qui payait la dette intérieure et la dette extérieure à la fois. Mais le Cameroun a choisi de ne payer que la dette extérieure et de ne pas payer la dette intérieure. Parce que l'État du Cameroun méprise ses populations. L'État du Cameroun préfère devoir à son peuple que de devoir à l'étranger. L'État du Cameroun protège son image de marque contre vents et marées. Il ne faut pas qu'on parle mal de lui, mais si tu parles mal de lui en tant que Camerounais, on s'en fout. Et c'est pour ça que moi, si je parle mal de lui, il s'en fiche. Mais si Badinter, Robert Badinter, pour le citer, parce que c'est un de ceux qui m'ont aidé en 2010 dans le cadre de l'affaire à Tangana, on va bien entendre parce qu'il a une voix qui porte. Si Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas moi, ou n'importe quelle personne française qui a un porte-voix plus que le mien, parle, on va les écouter dans le cadre de mon affaire. Mais si c'est le Camerounais qui parle, l'État du Cameroun ne paye pas ses dettes. Et donc, dans le cadre de cette affaire, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il demande des excuses au Cameroun, aux victimes, aux familles victimes. D'ailleurs, Thierry Atangana est torturé, pourquoi? Parce qu'on dit que non, il n'est pas français, il est camerounais. Donc, comme il est camerounais, nous avons le droit de le torturer. S'il est français, du coup, nous n'avons pas le droit de le torturer. Mais s'il est camerounais, oui, c'est notre droit, c'est notre fils. Donc, on le torture, on le tue, si on veut. Et donc, dans le cadre de l'affaire des 9 disparus de Bépanda, aucune famille n'a été dédommagée. Et c'est tout ce que nous demandions. Qu'on nous dédommage, qu'on nous demande pardon. C'est tout simple. On a préféré passer par des à-côtés. On a même démantelé l'équipe qui me soutenait. Mes gardes-corps, qui étaient les gardes de Bépanda, ont été recrutés à la commune de Douala 5e, où je suis aujourd'hui, contre vents et marées, conseiller municipal. Et donc, j'ai vu que tous ceux qui me soutenaient ont été écartés de moi. On a dit que c'est moi qui les empêchais de prendre de l'argent. Moi, je ne les empêchais pas de prendre de l'argent. Je voulais qu'on les dédommage. Et j'avais écrit au ministre de la Justice de l'époque, ou bien, je ne sais plus, au commissaire du gouvernement, que chez nous, il y a ce qu'on appelle les paniers du deuil. Que quand quelqu'un meurt, tu viens au deuil avec un panier du deuil. C'est-à-dire que tu viens avec un sac pour dire mes condoléances. Donnez-leur au moins le panier du deuil. Ils n'ont pas donné. Ils ont préféré donner de l'argent à des gens qui pouvaient, je ne sais pas, à la clientèle. Voilà. Donc, cette affaire n'a jamais été résolue. C'est une affaire classée par le gouvernement qui n'entend pas parler de ça. On en parlera simplement si le régime un jour change. Et d'ailleurs, il restera combien? La maman de Tamark, qui a perdu ses 2 uniques enfants dans ce drame, est décédée. Ouais.
Elle est décédée. Elle est décédée. Donc, il n'y a plus personne. Son mari était déjà mort. Elle est restée seule. Et elle avait que 2 enfants. Elle est décédée presque folle. Elle arrivait dans un deuil, elle pleurait plus que tout le monde. Et puis, elle est décédée. Le Ngoufo, là. Le Ngoufo. Il y a encore son frère qui est là. Mais il y a un parent qui est décédé également. L'anglophone Nchia Neng. Son père est décédé. Enfin, bref, les familles là, beaucoup sont morts entre-temps de douleur. Et donc, il n'y avait pas que 9 victimes. Hein. Oui, il y a plusieurs victimes. Les 9 sont l'arbre qui cache la forêt des victimes du commandement opérationnel. Il y avait beaucoup. Il y a un parent, vous avez vu dans le film de Oswald Lewat, une affaire de nègre. Ce papa qui a vu comment on tuait son enfant devant lui. Ouais, qui va souvent prier dans la touffe d'herbe qui garde les ossements de son fils. Et donc, il y a beaucoup de personnes comme ça. Non, l'État du Cameroun est trop hautain par rapport aux Camerounais. Et ça ne marchera pas. Tant qu'un État méprise d'une manière aussi excentrique, d'une manière aussi grave les populations dont il a la charge, il finit mal. On va sortir sur ce point par une remarque qui nous vient de nos auditeurs. Ouais. Ils constatent que, alors que le Cameroun est marqué de plus en plus par l'affaire des bébés volés dans les hôpitaux, et d'ailleurs, tout récemment encore, il y a eu une dernière affaire de ce genre à l'hôpital, dans un hôpital à Yaoundé, l'hôpital de Tchinga, si j'ai bonne mémoire. Et la plus célèbre de ces affaires fut celle de bébé volé de Vanessa. Ouais. On ne vous a jamais entendu parler. Est-ce que c'est parce que les bébés volés n'apportent pas d'argent? Qu'est-ce qui apporte de l'argent? Attends, mais votre question, elle est terrible. Elle est cruelle. Elle laisse entendre que je recevrai de l'argent. Je suis un pauvre type, monsieur Gassa. Je ne suis pas un avocat d'affaires. Je suis un avocat pauvre. Je suis un avocat des pauvres et un politicien des pauvres des marécages. Vous avez abandonné les pauvres. Mais attendez, je ne suis pas l'État du Cameroun, je ne suis pas le Zorro. En fait, les gens ne se rendent pas compte des difficultés auxquelles nous, défenseurs des droits de l'homme, faisons face. On utilise nos moyens propres. L'État ne nous aide pas, aucune collectivité territoriale ne nous aide, la mairie n'aide pas. Les ambassades n'aident pas. Et donc, nous, défenseurs des droits de l'homme, sommes en réalité vus comme des opposants au régime en réalité. Nous n'avons que nos moyens propres. J'utilise l'argent de ma famille. J'utilise l'argent de mon cabinet quand il y en a. Et c'est pour ça que je dis que on ne peut pas me reprocher de n'avoir rien dit par rapport au problème de Vanessa. Encore que j'ai dit quelque chose. Mais dire quelque chose, c'est quoi? Il y avait quelqu'un qui s'en occupait, Faustin Fouda, qui s'en occupait à Yaoundé. Et donc, je ne veux pas aller m'y ajouter parce que je veux qu'on dise que Momo s'est occupé de ça. Oh, mais les gens, et vous faites bien de me poser la question, parce que les gens se comportent comme si moi, qui ne marche pas au budget de l'État, j'ai des moyens de m'occuper des affaires de l'État. De remplacer l'État du Cameroun. Je ne suis pas l'État du Cameroun. C'est l'argent de ma famille que j'utilise, c'est l'argent de mon cabinet. Et comme je le fais, l'État m'étouffe pour que je n'en parle pas. Ceci étant, la situation qui est devenue récurrente au Cameroun, des enfants, des bébés volés dans les hôpitaux, est une situation à condamner. C'est désastreuse. C'est-à-dire que voilà le cas d'un pays qui va vraiment mal. Lorsqu'on vole jusqu'aux enfants, c'est-à-dire le sacré, il n'y a plus rien. Quand on commence à voler les enfants, on a franchi le cap de Sodome et Gomorrhe. On a franchi le cap de l'intolérable. On peut voler des choses, on peut dévaliser des banques, voler les biens, casser les maisons,
Nous, on fait quoi? Les coupeurs de route qui vous coupez pour prendre votre argent, pour vous détrousser. On a vu ça ailleurs, n'est-ce pas? Les bandits de grand chemin, on a vu ça ailleurs. En Europe aussi, avant que l'Europe ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, on a vu, ils sont passés par là. Mais quand même, dans l'Europe, dans l'histoire de l'Europe et du monde occidental, vous ne verrez pas les États qui sont descendus aussi bas que le Cameroun, où des gens sont obligés de faire des trafics des organes humains ou de voler à l'hôpital des enfants. Ça, c'est extraordinaire et c'est scandaleux. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez durs pour condamner cette situation de fait, qui est une réalité chez moi, dans mon pays. Mais moi, je ne m'étonne plus, je ne suis plus scandalisé parce que dans un pays où des gens ont été réduits à boire leurs urines, soi-disant pour se soigner, qu'est-ce que vous attendez? On a bu nos urines il n'y a pas longtemps. Et c'était clair, c'était même à la télé qu'on le faisait. Il y avait les promoteurs de l'urinothérapie, n'est-ce pas? Pour soigner soit le sida, soit parce que c'est le désespoir d'un peuple qui se traduit en des actes, en des faits de société de ce genre. Quand quelqu'un qui va pisser et boire de ses urines, prétendument pour soigner du sida, pour soigner telle maladie, quand les gens vendent des médicaments dans les bus, des médicaments à la provenance douteuse, des écorces des arbres, je veux bien, je ne suis pas contre le fait que nous ayons, n'est-ce pas, contre les naturopathes, et que nous puissions développer la médecine traditionnelle ou la médecine naturelle par des herbes ou des écorces d'arbres, comme le fait les Chinois. Les Chinois vivent de ça, de ginseng, etc. Nous, on devrait pouvoir, mais quand même, lorsqu'un peuple est réduit parce qu'il n'a pas la possibilité de se soigner dans un hôpital digne de ce nom, à accepter de boire ses urines dans l'espoir de se soigner, ou d'acheter n'importe quoi dans le bus ou sur le marché. Ça fleurit là. Hein. Vous pouvez vendre n'importe quoi dans notre rue. Et il suffit que vous dites que ça peut soigner une maladie qui est courante. Parce que les hôpitaux sont chers, les traitements sont chers, l'État ne prend rien en considération. Autrefois, quand nous étions petits, on venait nous distribuer de la Nivaquine à l'école primaire contre le paludisme. Ça a disparu aujourd'hui. L'État du Cameroun, s'il existe, et je ne suis plus certain que l'État du Cameroun existe en tant que tel, en tant qu'institution, s'il existe, il devrait faire attention à cela. Donc, grosso modo, pour répondre à votre question, je n'ai pas des mots assez forts pour condamner le vol des enfants. Maître Jean de Dieu Momo, nous abordons la dernière partie de notre interview. Alors, pour les auditeurs, nous précisons que vous êtes le président du PADEC et aussi conseiller municipal dans la circonscription de Douala 5e. Oui. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont concrètement aujourd'hui vos missions dans cette circonscription de Douala 5e? D'abord, notre parti s'appelle les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Oui. Notre mission première, c'est de rapporter la dignité au peuple camerounais, de lui redonner un peu de dignité, mais surtout d'enseigner le patriotisme. Et cela rentre dans le cadre des formations de nos cadres, ce que nous faisons en ce moment pour que les cadres puissent être des formateurs des formateurs. Nous voulons réapprendre à reconnaître le pays, à l'aimer et à le servir, à découvrir. Comme je vous parlais des plages et tout ça, il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de choses qui sont belles dans notre pays. Et on devrait pouvoir travailler simplement à améliorer la qualité des leaders de demain. Parce que c'est ça qui nous manque. La qualité des leaders qui seront amenés
à gouverner le pays de demain. Vous voulez dire ça qui manque à quoi, au Cameroun? Ça manque au Cameroun. L'alternance qu'on attend depuis des années. Il ne faut pas attendre l'alternance tout de suite. Il ne faut pas attendre l'alternance maintenant sous la forme électorale. L'alternance, vous allez l'attendre longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est la suite de la question. Oui. Aujourd'hui, on voit très bien hein, dans quel état léthargique la plupart des partis politiques du Cameroun aujourd'hui se trouvent. Il ne faut pas accuser les partis politiques aussi légèrement. C'est des leaders courageux. Vous savez que la création des partis politiques est libre. Et il y a à peu près 230 partis politiques qui sont créés. Et il y a à peine seulement 15, ou peut-être, si j'ose dire, 23 qui fonctionnent. On a eu 53 à la présidentielle et on a réduit à 23 réellement ceux qui étaient capables de pouvoir fonctionner. Et ça va aller décrescendo parce que à l'élection présidentielle prochaine, je pense qu'on aura au plus 15, peut-être 10 seulement. Donc, il ne faut pas compter le nombre qui est dans l'administration parce que c'est voulu par l'État. C'est voulu par l'administration BIA d'ouvrir et de permettre que les Occidentaux disent qu'il y a la démocratie parce qu'il y a les partis politiques. Il n'y a pas la démocratie parce qu'il y a les partis politiques. Il faut encore que un parti politique puisse faire quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Nous enseignons la morale. Nous enseignons le patriotisme à ceux qui sont avec nous. Nous ne sommes pas là que pour chasser les postes. Nous sommes en train de faire un travail de fond sur le terrain. D'ailleurs, nous avons créé une université populaire, plein air, pour donner des enseignements à des gens qui veulent le faire. Elle a lieu où? Elle a lieu au siège du PADEC, les dimanches. Les gens viennent et on parle de démocratie, on parle de droits de l'homme, mais on parle aussi du droit, de la citoyenneté. On parle de la République, on parle de tout. Mais on va structurer ça encore parce que nous sommes en train de projeter de louer un foyer dans un quartier populaire pour que nous puissions inviter des professeurs, des gens qui savent, des sachants, pour venir dispenser les cours en une université plein air, une université populaire qui est ouverte à tout le monde pour apprendre simplement leurs droits. Parce que l'exemple que donnent les gouvernants actuels montre une absence totale, parfois criarde, de la morale chez certains. Pas tous, heureusement. Il y a des gens qui se comportent très bien, mais il y a d'autres gouvernants, des gens qui ont le pouvoir de l'État, qui ne sont là que pour harceler le peuple, pour, si vous voulez, estorquer de l'argent au peuple. Et ça, c'est malheureux. Donc, notre parti est combattu par le pouvoir. On nous cache sous le boisseau, mais comme Jésus-Christ a dit, on n'allume pas une lampe et on la met sous le boisseau. Il faut la mettre sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. On a beau nous cacher, ne pas nous montrer à la CRTV, les gens continuent de nous voir et de savoir que nous existons. Moi, je vous ai dit, il y a eu une histoire qui m'a beaucoup amusé, une télévision privée qui est proche de la télévision publique, qui dans une manifestation filme les gens et arrivait sur moi et me coupe directement comme ça. Mais on peut quand même voir mon bras de chemise qui sort et c'est moi qui reconnais que c'est moi qui portais la chemise, donc c'est moi. Et donc, pour que je n'apparaisse pas en public, mais je ne suis pas une fabrication de la télévision, ni de la presse. Ils m'ont trouvé sur le terrain. Et la première télévision qui m'a découverte s'appelait TV Mars. C'est la première télévision privée du Cameroun. C'est elle qui m'a découverte pendant l'affaire des 9 disparus du Bipanda. Si vous vous souvenez, pendant l'affaire des 9 disparus du Bipanda, nous sommes en 2002-2003. Il y avait combien de télévisions au Cameroun? Moi, j'étais déjà un acteur de terrain. J'étais déjà un défenseur des droits de l'homme. Ils étaient où? Les Canal 2, les STV, les Equinox, les gens qui me snobent aujourd'hui, les journalistes là qui têtaient leur maman, ils étaient où? Qui pensent qu'ils vont m'éteindre? Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène, c'est qu'on a des journalistes de la dictature au pays. C'est-à-dire qui servent la dictature, qui prennent les dessous de table, qui vivent grâce au régime
et donc servent le régime et venir prétendre nous interviewer. On va m'interviewer. Moi, je ne vais pas voir l'interview à la télévision. On va aller donner ça à Yaoundé pour dire voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que Momo pense. Ce que vous racontez là, c'est un fait vécu. Hein? Mais ouais, j'ai vécu ça. On m'a interrogé dans une histoire où Amadou Ali avait dit que le Bamileke ne peut pas être président de la République. Et moi, j'ai dit que Amadou Ali débloque. J'ai été un peu dur. J'ai dit que c'est un vieillard sénile. Et alors, on lui est parti lui donner la cassette. Et moi, je n'ai pas vu ça à la télé. Donc, il y a des choses comme ça que les journalistes de la dictature développent pour briser. Voyez-vous, il y a les partis qu'on montre à la télé, il y a des partis qu'on ne montre pas. Et c'est là où vous devez savoir quel est le vrai parti d'opposition. Il y a des partis d'opposition qu'on présente comme étant les leaders de l'opposition et tout ça, les partis leaders, mais en réalité, c'est parce que ce sont des copains et des coquins qui partagent le beefsteak ensemble. Nous, j'ai vu des partis qui ont défilé à Buea, des partis qui n'existent pas, qui existent sur le papier, c'est-à-dire que dont les militants ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Ils sont allés de Yaoundé pour défiler à Buea lors du cinquantenaire de machin, alors que nous, on manquait l'argent de transport pour transporter nos militants pour aller à Buea. Qui leur a donné l'argent pour aller défiler? Et c'est là où j'ai appris que le Premier ministre a un fonds qu'il donne à certains partis pour aller défiler le 20 mai, pour aller défiler, etc. Moi, je lui ai écrit que, mais donnez-nous aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. À chaque fête, moi, je vais dépenser 2 millions à 5 millions pour faire défiler mes gens, pour confectionner les tenues, etc. C'est mon argent, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent de mes militants. D'où vient-il que moi, je vais dépenser 5 millions pour faire défiler mes gens le 20 mai, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, etc. Et l'État, pendant ce temps, a donné de l'argent à des gens qui vont défiler à Yaoundé, devant les ambassadeurs, devant la communauté internationale, et moi. Et nous, et le PADEC ne reçoit rien. Donc, c'est comme ça que vous devez savoir. J'ai vu que le peuple ne sait pas distinguer la paille de l'ivraie. Et quelquefois, quand j'ai discuté avec certaines personnes qui globalisent que l'opposition ne fait rien, j'ai souvent tendance à dire que, ben, ok, venez faire donc à notre place. Moi, je n'ai pas passé un concours pour être opposant. Je n'ai pas gagné un prix pour être opposant. Pardon, ma place est libre si quelqu'un veut bien la prendre. Vous venez la prendre, comme ça vous serez opposant, et on va voir si vous vous en sortirez mieux que moi. Moi, je dépense mon argent. Je mets ma famille en péril. On a vu comment le régime m'a affamé, que moi j'avais des chemises qui se déchiraient, dont le col se déchirait. Si je n'étais pas allé au tribunal pénal international, je serais mort aujourd'hui. On a vu comment le régime faisait tout par le passé. Aujourd'hui, bon, peut-être que comme moi je me suis tué, je suis rentré en hibernation et je ne critique plus. Et bien maintenant que vous me faites encore parler, peut-être que moi je vais subir le contre-coup de tout ce que je dis là, en termes de ferme. Si vous entendez que mon cabinet est fermé, c'est que ce sera encore à cause de vous. Parce que j'avais dit je ne parle plus. Je sauvegarde ma famille. Parce que je ne suis pas le seul Camerounais. Je n'ai pas reçu mandat. Je ne suis pas un héros national ou bien le messie attendu que je vais sauver le monde au détriment de ma famille. Donc je m'étais tué. Que aller prendre ma place, elle est vide, elle est là. Prenez-la, devenez aussi leader de l'opposition. Je n'ai pas acheté ça, c'est gratuit. Créez votre parti ou prenez le mien. Si quelqu'un veut prendre la tête du PADEC, j'ai dit c'est à prendre. Moi, je suis tranquille, je serais heureux je suis pas le seul à développer le Cameroun. Je serais heureux de me reposer, de quitter, de rester dans mon coin et d'élever mes enfants aussi. Aujourd'hui, quelle est la place de votre famille dans votre carrière? Vous qui êtes marié à 2 femmes, hein, vous êtes polygame et une tanzanienne, c'est ça? C'est ça. Papa de plusieurs enfants. Quelle est la place de votre famille? Il faut dire que quand même la Tanzanienne là m'a beaucoup... Je lui ai dit, elle m'a ramené, elle m'a dit, chaque fois elle me regarde, j'ai des enfants de 4 ans, 5 ans. Si tu meurs là, moi, tu vas les élever. Moi, je suis un étranger, je vais faire comment pour... Donc, je me suis un peu calmé. La place, ma famille tient une place importante. Ça me fait plaisir quand j'arrive à Paris, je vois des gens comme vous. J'ai rencontré 2 compatriotes qui se sont arrêtés, qui disent, monsieur, excusez-moi, est-ce que c'est vous, Maître Momo? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, ah oui, oh, je suis très content. Il y en a 3. Il y a 2 garçons, 2 hommes et une femme. Une autre femme que j'ai rencontrée dans un bus,
Je dis, ah, président, vous êtes là. Bon, moi, je suis très content de voir que, et quand je sors, il y a des gens qui croient en moi, qui pensent que je peux faire quelque chose. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que je ne vais pas les trahir si je croise les bras et que je laisse faire? Parce que j'ai croisé les bras, ça fait 2 ans que j'ai croisé un peu les bras, que je dis plus rien, que je dénonce plus rien. Mais je vois que la situation empire sur le terrain. Et donc, il faut que un chien de garde des libertés se réveille pour dire non, il y a pas, on ne doit pas faire ça. Et je dis, critiquer son pays, c'est parce qu'on aime son pays qu'on le critique. Donc il ne faut pas croire que parce que je suis l'ennemi que je critique le pays. Et je parle à une télévision d'un Camerounais, M. Ngassa, je ne parle pas à une télévision occidentale, où on va me dire que j'ai mal parlé du Cameroun, mais je dis, je critique mon pays parce que j'aime mon pays et je veux du bien de mon pays. Donc ma famille tient une place véritablement importante. Et j'ai des devoirs vis-à-vis de cette famille, autant que j'ai le devoir vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis des peuples qui constituent mon pays. 2018, c'est dans 3 ans. Serez-vous de nouveau candidat? Il faut dire que le pouvoir s'emploie de toutes les manières qu'il peut à réduire les candidatures. Donc des gens comme moi qui ont sans aucun moyen financier brillé pendant la dernière présidentielle, on va dire, hein, parce que 2011, on va dire briller entre guillemets, parce que j'étais quand même 8e, je n'étais pas 2e ou 3e, mais quand même on va dire que moi j'étais fâché, mais les gens ont dit même 8e tu ne simplifies pas, tu as quand même brillé, donc mettons briller donc, entre guillemets. Les gens ont dit à Yaoundé que voilà un espoir, voilà un danger. Certains ont dit un espoir, d'autres ont dit un danger. Et donc, du coup, si on partage à tout le monde, on me refuse, on ne me donne pas. On ne donne pas à mon parti. On fait tout pour que mon parti n'ait pas les moyens de se présenter, de me présenter à l'élection de 2018. Vous savez qu'il faudra mettre 30 millions, et moi je ne les ai pas les 30 millions. Donc, c'est la guerre au pouvoir, et on ne sait pas si Pobia lui-même sera président. Donc, ceux qui sont là se voient eux-mêmes présidentiables, et ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent leur porter ombrage. Or, semble-t-il, j'ai montré que je pouvais faire quelque chose, que les gens peuvent croire en moi, et que je pouvais être effectivement une pièce de rechange possible. Et donc, on va tout faire pour m'empêcher de le faire. Mais en même temps, je suis en train de réfléchir pour dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas la peine que moi, je cherche mon argent, comme dit ma soeur, et que les gens disent que moi, j'ai gaspillé tout mon argent, je suis trop bête, je suis idiot, parce que je prends l'argent, mon argent que j'ai travaillé en Tanzanie, j'ai mis en politique et je suis pauvre. J'aurais pu construire un immeuble et prendre les locations marrantes et vivre peinard toute la fin de mes jours. C'est un argument qui touche. Je n'ai pas des immeubles qui me rapportent de l'argent. Et je vois des gens qui ont des immeubles, qui ont servi ce régime, qui ont de belles voitures. Moi, j'ai une vieille voiture. Je n'ai pas des immeubles qui me rapportent de l'argent. Et je me dis, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que peut-être je n'ai pas mon premier devoir? Est-ce que ce n'est pas d'abord ma famille? Vous voyez-vous, je me pose ces questions en tant qu'être humain. Est-ce que je vais gaspiller 30 millions? Est-ce que je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore tiré des conclusions. Est-ce que je vais gaspiller 30 millions pour aller être candidat? Mais est-ce que si on me donnait 1 milliard aujourd'hui, est-ce que je serais candidat? Le problème, c'est ça. Est-ce que le truc, est-ce que ce ne serait pas bien que je laisse le pays là où il est, puisque je croyais que j'étais le Messie, mais je n'ai été que 8e. Si j'avais été au moins 3e ou 4e, j'aurais cru qu'il y a une partie de la population qui me soutienne. Des gens disent que quand le changement va arriver, c'est moi qu'on va brûler le premier. Quelqu'un a dit ça. Moi, qui me suis sacrifié pour eux. Moi qui croyais que je me battais pour eux.
Des gens m'insultent à la télévision. Des gens m'insultent sur Facebook. Des gens écrivent contre moi. Des gens pour lesquels j'ai sacrifié ma famille. Contre tout le monde, on est sur tout le monde. Hein. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Mais alors, je veux dire... Les gens bruyants sur toi en plus. Hein. Et donc, pourquoi tu te bats pour ces gens-là? Qui t'insultent, qui te crachent dessus? Mais en même temps, il y a des gens, comme ceux que j'ai évoqués, qui disent non, ne laisse pas, ne nous abandonne pas, vas-y de l'avant. Donc, je suis dans ce dilemme-là. Je ne peux pas me prononcer pour le moment. Qui vivra verra. En 2018, quelle sera la position de Maître Momo? J'en sais rien. Pour le moment. Vous aurez rassemblé les 1 milliard. Hein. Moi, j'en sais rien, mais peut-être. Peut-être que quelqu'un voudra bien me financer, mais personne ne m'a jamais financé dans ma vie. On n'a pas financé ma campagne présidentielle, on n'a pas financé quand j'étais défenseur des droits de l'homme, quand j'étais défenseur des 9 disparus de Bépanda, je n'ai pas eu 5 francs de qui que ce soit. C'est moi qui sortais l'argent de ma poche pour financer la famille des 9 disparus de Bépanda, pour le transport pour aller à Yaoundé, pour manger, etc. Et personne ne m'a financé. Personne, aucune ambassade, aucun... Donc, moi, je suis l'idiot du village, quoi. Je travaille mon argent pour le public. Je travaille mon argent, au lieu de donner à ma famille, je l'utilise pour le peuple camerounais, qui m'insulte ensuite. Que je serai le premier à être pendu. Quand on va, parce que c'est nous, les voleurs de la République. Attendez un peu. Je n'ai pas eu un poste public. Et le poste de conseiller municipal, je ne gère rien. Je suis le dernier des conseillers municipaux. Mon parti n'a que 2 conseillers municipaux à Douala 5e. Et nous sommes les derniers. Donc je veux dire, attends un peu. Est-ce que c'est moi, le Messie, qu'on attendait? Moi, je venais en croyant qu'on avait besoin de moi. Si on n'a pas besoin de moi, pardon, vous me laissez, je m'en vais me reposer. D'accord. Votre mot aura été entendu. Hein. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Paris pour travailler, hein, donc ça n'a pas été facile. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté assez spontanément de venir aujourd'hui échanger avec nous. Et nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous sont restés toujours fidèles depuis le début d'année. Merci à vous et bonne soirée, au revoir.